C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. Une carrière riche débutait à la fin des années 60. Bernard Lavilliers est un personnage à part dans le paysage musical français. Un chanteur voyageur passé par le monde de l'usine. Il détonne et aime ça. Bernard Lavilliers est sans doute l'un des plus originaux. Rock, salsa, bossa nova inspirent sa musique. Un camion et la route devant. Ce n'est pas seulement un rêve, une chanson pour Lavilliers. C'est la déjà vieille et longue histoire d'un poète, poids lourd, de 30 ans, sorti de la banlieue de Saint-Étienne à 15. J'oublie pas mes racines. Non. Non. Même si j'ai fait 12 fois le tour du monde. Bernard Lavilliers, merci de nous accueillir ici dans ce studio, pas très loin de la Bastille à Paris. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici ? Parce qu'en général, ça se passe ici. Quand il n'y a pas le Covid, comme il y a eu depuis 2 ans, normalement, on enregistre ici, on mange ici, on passe notre vie ici, quand on est en studio, évidemment. Alors parlez-nous de ce nouvel album, Sous un soleil énorme. Là, vous avez dû travailler complètement différemment, justement à cause de la pandémie de Covid-19. Et pour un grand voyageur comme vous, ça ne doit pas être facile, le confinement, le travail distanciel, etc. Je suis arrivé le 1er février à Buenos Aires. Et donc, je suis resté jusqu'à la fin avril, début mai. Et là, il n'était pas question de Covid. Donc, j'ai pu d'abord écouter plein de musiciens, voir beaucoup de choses dans cette grande ville, aller voir plein de concerts, aller voir pas mal de pièces de théâtre, rencontrer pas mal d'écrivains et de peintres, et puis de toutes sortes de gens, hein, évidemment. Donc, j'ai pu écrire 4, 5, 6 chansons là-bas sur place, dont j'ai fait les maquettes. J'avais l'intention d'y retourner. Voilà où est le problème. Voilà. Plus tard. Sauf que, non, là, c'était fini. Donc là, pour le coup, à partir du mois de février, 2020, j'ai été en garde à vue ici, comme tout le monde. Mais en garde à vue, hein, donc pas sortir de chez soi plus d'1 heure. Et on se souvient déjà plus, j'ai l'impression. Ouais, ça paraît loin. Non, mais j'ai l'impression qu'on se souvient plus du mode opératoire. Ouais. D'abord, on nous avait dit 15 jours. Vous voyez, je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais... On va parler musique surtout. Voilà. En tout cas, avec votre nouvelle chanson, le clip du titre, Le cœur du monde, on regarde. D'accord. J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Alors Bernard Lavilliers avec vous, comme toujours, le discours est plutôt politique, engagé. Quelques paroles du cœur du monde. Vous écrivez « Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort, c'est presque une attitude, ça devient l'habitude. » C'est-à-dire qu'une attitude peut devenir une habitude. Ouais. Et vous êtes pessimiste quand vous regardez les mentalités actuelles des gens ? C'est une référence à ça ? Un peu inquiet, surtout. Je trouve qu'on simplifie tout. Il n'y a plus de nuances. Il n'y a que du noir, c'est noir ou c'est blanc. Et quand même, à mon avis, la démocratie qui est un art extrêmement fragile. Je parle surtout de ça dans cette chanson d'ailleurs, même si j'y vais fort parce qu'il faut, hein, de temps en temps. Tant qu'on n'a pas vécu sous des dictatures, et Dieu sait que j'en ai fréquenté, on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une dictature, je crois. Je pense que les gens qui rêvent d'avoir un général, un dictateur, qui mette un peu d'ordre dans tout ça, ce qu'ils disent en gros, je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'est qu'une dictature. Et d'autre part, effectivement, la haine, la peur, la mort, il n'y a plus beaucoup de dialogue, il n'y a pas moyen. Donc, où on passe vite à l'insulte, vociférer, aboyer, ou alors à la soumission. Désolé, mais je suis ni l'un ni l'autre, ni Dieu, ni maître. Voilà, c'est comme ça que je me définis. Ni Dieu, ni maître. Voilà. Ça rappelle quelque chose, tout ça. Anarchiste, oui. Et il y a un titre qui s'appelle « Who Killed Davey Moore », qui est adapté de la chanson de Bob Dylan de 1963. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit parallèle avec le mouvement contemporain Black Lives Matter ? C'est complètement vrai. Ça m'a fait penser à ça. Et alors, il se trouve qu'on s'ennuyait un peu pendant le confinement. Et je réécoute cette chanson que peu de gens connaissaient, au fond. C'est l'histoire tragique d'un boxeur qui est mort sur un ring. C'est pas la première fois, évidemment. Mais il se trouve que Bob Dylan, en tant que reporter, parce qu'il y a quelque chose comme ça chez lui,
il a décrit la situation. Et ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, Black Lives Matter, justement, que je me suis dit, c'est intéressant de remettre cette chanson qui n'est pas très connue de Bob Dylan. Je me suis dit, si on faisait jouer chaque couplet par quelqu'un de différent, en disant, donc l'arbitre dit, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Le public qui a payé dit, c'est pas moi. Le manager, c'est moi qui joue le manager, qui est le méchant, qui dit, il aurait pu me dire qu'il était malade, le boxeur. C'est des poids lourds, en plus, ça cogne dur. Et après, il y a Eric Cantona qui joue le reporter, qui dit, avec son accent marseillais, la boxe est une chose saine, ça fait partie de la vie américaine. Donc... Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Qui a tué Davy Moore? Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Et justement, parlez-moi un peu de la collaboration avec Eric Cantona, légende du foot. Aussi une certaine idée de la liberté et de l'anticonformisme, un peu comme vous finalement. Ouais, on est très proches. D'ailleurs, j'avais appris à cette occasion-là qu'il connaissait bien mes chansons, qu'il m'aimait beaucoup. Et c'est marrant, Et il a été extrêmement précis. Il a refait plein de fois pour être parfait. Et puis, n'oubliez pas qu'il y avait aussi Isia, que je connais fort bien, je l'ai vue très petite, la fille de Jacques Higelin. Si on parle un petit peu de votre vie, vous êtes né à Saint-Étienne, vous avez travaillé en usine, vous avez fait la Manche un moment, vous avez joué dans les cafés-théâtres de Paris, aux côtés de Renaud à la pizzeria du Marais, et ensuite vous avez beaucoup voyagé. Et c'est vraiment ça, ces voyages qui ont nourri un petit peu les sonorités de vos albums. Oui, ça vient de là. Ouais. On apprend, on apprend tout le temps. Mais même à mon âge, moi j'apprends encore. Donc ce qui me passionne, c'est ça. C'est de la curiosité, le voyage aussi. Et comment voulez-vous que je puisse aller à l'origine du reggae sans avoir mis les pieds en Jamaïque en 79, quand il y avait encore du vrai reggae, et que j'ai pu rencontrer Bob Marley. Je ne serais pas allé en Jamaïque, je n'aurais pas rencontré Bob, je n'aurais pas rencontré Jimmy Cliff non plus. Et c'était comment Bob Marley, la rencontre? Très silencieux. C'est vrai? Un sphinx. Ouais. Mais pareil, quelques paroles. Il m'a guidé sur un truc. Il m'a dit, il faut que tu enregistres dans tel studio. Je te donne ma secrétaire, qui était plutôt son avocate, qui s'appelait Diana Ellis, et ce groupe. Donc effectivement, j'ai pu faire du vrai reggae. Ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre comment il le faisait, pour pouvoir le jouer moi-même après. C'est pour ça que je suis resté 3 mois en Jamaïque. Je reste jamais 15 jours, je reste beaucoup plus. Et c'est drôle que vous parliez de l'année 79, parce qu'on a puisé dans les archives de l'INA, et j'ai sur cette tablette un passage sur Antenne 2. Regardez cet extrait. Alors ? Chanter jusqu'au bout de mon souffle. Jouer. Ouais, c'est marrant. Voilà. Attendez, après il y a une petite interview. À mon avis, il faut lutter à l'intérieur de la bête parce qu'on a déjà tellement tendance à nous marginaliser avec ce qu'on écrit que si jamais il y a une porte qui s'ouvre, il faut foncer dedans. Ça n'empêche pas d'écrire des choses qu'on pense et de les chanter. Ouais, mais je pense la même chose. Votre message était clair, en tout cas à l'époque, combattre le système de l'intérieur. Ouais. Est-ce que ce message politique a un petit peu changé? Et plus généralement, qu'est-ce que vous pensez du monde politique actuel et des hommes politiques? Vous y croyez encore, vous? On parlait avec Ferré, justement, avec Léo, avec lequel j'étais très ami. Il était d'accord. C'est les professionnels. Donc après, nous, on est là pour autre chose. Je dirais que de temps en temps, comme Bob Dylan, on peut faire des chansons politiques, sociales, peut-être même plus proches d'écrire la société telle qu'elle est, telle qu'on la ressent. Bien ou mal, ça dépend. On n'est pas obligé de chanter que des trucs épouvantablement durs. Mais oui, je suis assez d'accord. Dès qu'une porte s'en trouve, faut aller dedans. On est quand même plus dans le réel quand on est au milieu de la bagarre, je crois. Parce que le problème des hommes politiques, c'est souvent ils sont un peu hors sol. Ils imaginent pour nous. Et vous avez une carrière riche, plus de 50 ans dans le milieu, entre guillemets. Entre guillemets, oui. Entre guillemets. Je suis entre guillemets. Je ne suis pas le mec qu'on cite le plus dans le milieu. À l'époque, pendant longtemps, on pensait que la musique pouvait permettre de changer un petit peu les choses. Beaucoup de musiciens faisaient de la politique. Vous trouvez que les artistes aujourd'hui sont engagés? Différemment, sans doute. Ouais, différemment. Ça dépend lesquels. Ouais. Chez les rappeurs, il y a plusieurs sortes de rappeurs. Il y en a qui sont extrêmement précis et essayent d'être politiques, avec une analyse politique. C'est intéressant. Chez les nouveaux, moi j'en connais plein. Alors ça dépend lesquels.
Mais de toute façon, il y a un fond. Alors peut-être d'une façon différente, on a chacun une manière très différente de faire des chansons politiques, comme vous dites, de s'occuper un peu de la politique avant qu'elle s'occupe de nous. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on va se diriger vers une élection présidentielle très, très particulière. Oui, bien, malheureusement, je n'avais pas calculé ce coup-là. D'un côté, on a une gauche parfaitement désunie, à l'extrême droite aussi, avec Marine Le Pen, et aussi l'irruption d'un certain Éric Zemmour, sans forcément parler de lui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce contexte en France ? On en reviendra peut-être un jour, j'en sais rien. Comme aux États-Unis, aux républicains conservateurs et aux démocrates. Parce que cet éparpillement-là, avant on râlait, parce qu'on est, la gauche, c'est pas exactement ce qu'on veut, etc. De toute façon, on est des râleurs, nous, ici. Hein. Mais je serais encore du côté binaire, moi. Si on avait une vision plus loin, d'opposer une certaine stratégie avec une autre. Un autre sentiment, peut-être. Et pas dire que tout le monde est au centre, l'extrême centre. Ce qui peut donner des résultats extrêmes, mais différents. Donc voilà ce que j'en pense. Il faut laisser mûrir tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est très médiatique, surtout. Il n'y a rien de réel, pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de gens déclarés. Voilà, un petit message d'optimisme. Merci beaucoup, Bernard Lavilliers. Votre nouvel album s'appelle « Sous un soleil énorme » et vous serez en tournée, bien sûr, en 2022, un peu partout en France et notamment en juin à l'Olympia. Merci beaucoup. Et on va terminer ensemble cette émission avec quelques notes et une chanson de votre part. Merci beaucoup. Vous parliez de voyage au début, je vous parlais aussi de voyage, mais justement, celle-là, je l'ai écrite en voyage. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again.